Beaucoup, Pierre-Yves. Donc le temps de la fin approche. Je n'ai pas dit la fin des temps. Nous espérons évidemment que vous avez pleinement vécu ce voyage vers l'avenir. Un voyage, surtout un avenir qui est déjà là, comme vous l'avez bien compris. Nous espérons surtout que tous les moments de partage que nous avons vécu ensemble dans cette version un peu remaniée de la session des semaines sociales vous ont chargé d'énergie créatrice pour vos divers engagements. Alors, en qualité de pilote du groupe de préparation, vous me permettrez de dire ici ma gratitude, d'abord à Jérôme, pour la confiance qu'il m'a faite, et avec le conseil d'administration des semaines sociales, en me donnant cette responsabilité. Aux équipes qui ont constitué le groupe de préparation, aux Lillois, autour de Pierre et son enthousiasme communicatif. Merci à Luc, Gert, Thierry, Denis, j'en oublie. Aux Parisiens des semaines sociales, autour de Hugues, et son sens de la précision, Marie aussi, Delphine, et il y en a bien d'autres. Je voudrais une mention particulière à Jean-Pierre Rosa, qui a été pour moi un formidable sparring partner. Il a su pallier à, je crois, toutes mes carences d'homme normal, c'est-à-dire d'homme non augmenté. Et bien sûr, last but not least, à tous ceux qui nous ont accueillis dans les voyages apprenants, mais aussi les artistes que vous venez de voir, et tous les nombreux intervenants, même ceux qui, avec un peu d'humour et beaucoup de sérieux, nous ont suggéré que nous n'avons pas toujours bien su formuler les questions. Mais ça, c'est peut-être... je crois que Pierre en a fait une grave erreur en confiant l'élaboration de le programme à un algorithme, en fait. Je crois que, bon, là, je suis obligé de le dire, tu vois. Bon. Je ne voudrais pas oublier de remercier Monseigneur Ulrich et le pasteur François Claveroli pour la lumineuse célébration œcuménique d'hier soir à la cathédrale. Alors, je remercie particulièrement en amitié François, qui est devenu, il y a quelques mois, président de la Fédération protestante de France et qui nous a fait vraiment l'honneur d'être avec nous pratiquement 2 jours. Voilà, je connais François depuis très longtemps. Nous avons été éclaireurs unionistes ensemble. Et je peux vous dire qu'il est naturellement augmenté et qu'il n'a pas besoin d'être augmenté artificiellement. Alors, en guise de mot de conclusion, je vous propose simplement une courte réflexion. Je vous assure, j'ai vécu pleinement à la fois cette préparation depuis longs mois et puis les 3 jours, et donc je manque sans doute beaucoup de recul pour donner quelques mots de conclusion. Nathalie et Jérôme le feront peut-être mieux que moi. Mais ce sont une petite réflexion qui m'a été inspirée au cours de ces moments d'implication dans cette session. Cette réflexion se veut sans doute plutôt une invitation à la vigilance pour que puisse perdurer notre émerveillement devant nos facultés humaines. Car nous sommes tout d'abord émerveillés des capacités humaines, des formidables capacités humaines. Mais donc, je vais centrer plutôt ma petite réflexion sur de la vigilance. Et j'ai construit cette petite réflexion, faite un peu à la hâte, un peu cette nuit et très tôt ce matin, autour de 4 mots qui ont été abondamment utilisés. Le premier mot, c'est celui d'intelligence. Parce que ce mot a traversé de part en part nos échanges et nos réflexions. Souvent, en effet, il a été question de systèmes intelligents, de machines intelligentes. Tout récemment, là encore à la table ronde, ou tout à l'heure plutôt, de maisons intelligentes, d'intelligence artificielle, jusqu'au mot anglais « smart », qui est d'ailleurs le titre du livre de Frédéric Martel, qui était un intervenant de la première table ronde en ouverture.
Smart qui se logent jusque dans nos poches, puisque nous avons quasi tous ici des smartphones. Mais de quelle intelligence parlons-nous? Je me suis posé la question, n'y a-t-il pas un certain dévoiement du mot intelligence? N'avons-nous pas tendance à oublier que l'intelligence est inséparable de la vie affective, de nos besoins, de nos désirs, de nos craintes, de nos espoirs, de nos sentiments, de nos émotions. Et en leur absence, la faculté de juger, celle d'anticiper, celle d'interpréter, ou encore celle d'ordonner fait défaut. Il ne reste alors que la faculté d'analyse, de calcul et de mémorisation, c'est-à-dire l'intelligence machine. Je pose la question, le développement des connaissances technoscientifiques cristallisées dans la machinerie du capital a-t-elle véritablement engendré une société de l'intelligence? Il me semble que la grande majorité de nos concitoyens connaît de plus en plus de choses, mais en sait et comprend de moins en moins. Il y a effectivement là un défi. Le deuxième mot que j'ai retenu, c'est celui d'accélération. Le titre du livre très stimulant de Pierre, « La transition fulgurante », est très évocateur à ce sujet. Nous vivons dans un temps tellement rapide que nous ne sommes plus en capacité de vivre les évolutions qui perturbent nos systèmes d'analyse, nos systèmes de valeurs, et donc notre capacité à nous orienter. La technoscience produit un monde qui dépasse et contrarie le corps humain, car les conduites qu'il en exige, par l'accélération et l'intensification des réactions qu'il sollicite. Et les humains semblent être devenus des goulots d'étranglement pour la circulation et le traitement des informations, des connaissances. Ce qui conduit à évoquer la sombre perspective d'un homme devenu obsolète. Cette perspective fait dire au philosophe Armand Rosa, alors qui n'est pas aucun lien de parenté avec mon Jean-Pierre, si je puis dire. Il dit ceci: l'accélération sociale mène à des formes d'aliénation sociale sévères et observables empiriquement, et qui peuvent être vues comme le principal obstacle à la réalisation de la conception moderne d'une vie bonne. Le troisième mot est celui d'idéologie. Je l'ai choisi pour ne pas stigmatiser un groupe particulier, ça a été dit à la tribune à l'instant, de ceux qui se revendiquent du post-humanisme ou du transhumanisme. Mais il n'empêche que c'est bien cette idée de l'obsolescence de l'homme que porte en elle l'idéologie du post-humanisme. Cette idéologie prospère dans un contexte où des masses financières colossales sont en jeu. L'influence des multinationales et des oligopoles du numérique sur le progrès technoscientifique est considérable. Il me semble que le projet post-humanisme considère l'évolution biologique de l'homme est une impasse et que le développement de l'intelligence sur une base technologique est imposé par la loi de l'évolution. Selon eux, pour assurer sa préservation, l'homme doit être prolongé par la machine. C'est la figure du cyborg ou de l'homme augmenté. En même temps, la technologie est en capacité de garder la vie presque indéfiniment. Jusqu'à quel moment, alors, peut-on considérer que l'être humain n'est plus vivant, mais est devenu l'extension de la machine? Ce projet nourrit ce qu'on pourrait appeler, alors je le fais à la suite de mon ami Aurélien Berland, le fantasme ou l'illusion de la délivrance, qui serait défini comme le dépassement radical des maux liés à la condition humaine sur Terre. C'est cette radicalité qu'il faut combattre si nous voulons que le progrès demeure désirable par le plus grand nombre. Je pose donc la question: voulons-nous ce que nous faisons? On peut même aller plus loin dans cette interrogation. Pouvons-nous encore vouloir ce que nous faisons? Ces questions renvoient à celles de notre liberté. Nous devons en effet pouvoir continuer à habiter le progrès. Le dernier mot, pour structurer cette petite réflexion que j'ai retenue, c'est celui de critique. Si on suit en effet le raisonnement précédent, alors il me semble urgent de réhabiliter pleinement la critique de la technique,
comme ont pu le faire à la fin du siècle dernier, je parle du XXe, des auteurs essentiels que nous avons évoqués, comme Herbert Marcuse, comme Jacques Ellul, ou comme Ivan Illich, que nous n'avons pas cité, mais que je ne peux pas m'empêcher de citer. L'avenir de la société technologique dans laquelle nous sommes plongés de facto n'est pas écrit. Il est comme une page blanche. Il nous appartient de donner forme et d'orienter ce récit. Il n'y a pas de déterminisme technologique. Si nous favorisons l'amplification d'un processus de démocratisation de la technique et de la science, pour laquelle déjà une myriade d'initiatives, comme nous avons pu en voir ici au cours des voyages apprenants, grâce aux usagers innovateurs, aux militants experts des sciences citoyennes, aux hackers. Cette réappropriation de la technique par sa critique est la condition pour ne pas céder à la fascination pour la technique, qui est le revers d'une mésestime de soi et de notre humanité. Faisons en sorte de ne pas déléguer ce pouvoir à l'expertocratie, mais faisons valoir les bienfaits de l'autolimitation. Donnons-nous la capacité de créer et d'habiter les imaginaires du futur, je veux dire ceux de la vie bonne. Il s'agit de se réconcilier avec notre finitude et nos faiblesses. Alors l'intelligence sensible et la spiritualité demeureront le sol ferme de nos convictions et de notre espérance en l'avenir pour l'humanité. Je vous remercie. Cet exercice de synthèse est particulièrement difficile, vous l'imaginez, après 3 journées aussi riches. Mais je dois reconnaître que ces rencontres des semaines sociales, ça fait 4-5 ans maintenant que je les suis de manière attentive, et puis à chaque fois je suis enthousiasmée en fait par ce qui s'y passe. Parce que c'est rare en fait de pouvoir se réunir comme ça sur 3-4 jours et puis rassembler autant d'experts et sur des questions difficiles. Et là, sur un sujet, je dirais, comme les technosciences, qui demandent et qui exigent une réflexion qui soit vraiment transversale, je crois que là, le pari, vraiment, Christophe, il est réussi. Donc vraiment bravo, parce que je crois que c'est, pour appréhender en fait ces technosciences, il faut l'interdisciplinarité. Hein, il faut une convergence aussi des savoirs. Et notamment, je salue la place importante que vous avez accordée aussi aux artistes, aux romanciers. Je pensais à Damasio qui disait hier qu'il y avait quand même une bataille des imaginaires, et je crois que nous avons pour cela aussi besoin des romanciers, besoin des artistes pour nous aider à discerner la part des peurs, la part de fantasmes, pour introduire aussi une dimension un petit peu ludique, hein, pour qu'on soit plus détendu aussi pour aborder effectivement pour aborder ces questions. Parce que je crois que le problème principal, c'est effectivement la fragmentation et des savoirs et des pratiques. Et c'est cette fragmentation-là qui nous donne le sentiment dont tu parlais, que tu évoquais à cet instant, Christophe, du sentiment très désagréable que finalement nous subissons ces évolutions, qu'elles s'imposent à nous et que nous n'avons pas réellement le choix. Et que ceci empêche vraiment toute évaluation éthique de leurs effets, de leurs impacts, que ces impacts soient positifs ou négatifs. Ou pire même, que ces évolutions technologiques en cours seraient des processus qui seraient autonomes, en eux-mêmes autonomes et positifs, et qui n'auraient pas besoin d'être questionnés, qui n'auraient pas besoin d'être évalués et qui n'auraient pas besoin d'être discutés. Je crois que des rencontres comme celle-ci nous aident, et c'est assez rare, donc il faut le saluer, nous aide vraiment à sortir de l'innovation technologique spectacle. Et c'est là, je dirais, que se situe peut-être, en tout cas c'est là où c'est vers cette technologie spectacle, c'est ça qui me rend le plus méfiante, je dirais. Qu'est-ce que j'entends par technologie spectacle ou technologie spectaculaire, un petit peu par la manière dont cette innovation technologique a tendance à se mettre en scène, notamment à travers la proposition toujours de nouveaux gadgets, toujours plus sophistiqués les uns que les autres, que l'on nous presse d'adopter, sans nous interroger sur les questions éthiques et les questions politiques
qu'il soulève. Je me méfie en fait des technologies spectacles qui nous rendraient spectateurs médusés et consommateurs un peu bêtes, plutôt qu'acteurs réfléchissant sur le sens de ces évolutions. Dans la société du spectacle, dit Debord, constater et dénoncer avec beaucoup de force et avec une certaine, je dirais, prophétie, parce que c'est un livre, La société du spectacle, qui date maintenant, hein, depuis. Et ce qu'il dénonçait, c'était au fond, ce qu'il constatait, c'était la transformation de la politique et du capitalisme en immense accumulation de spectacles. Et il y a quelque chose dans l'actuelle domination des technologies, sur tous les aspects de la vie sociale, qui apparaît effectivement comme spectaculaire, comme le danger d'une nouvelle forme de concentration de pouvoir et qui se diffuse et qui s'introduit dans tous les milieux privés et publics de la société. Et comprendre, comme vous nous y avez aidé, comment ce système d'innovation technologique opère, ben ça permet d'agir sur lui. Au lieu de le subir, ça permet de redevenir acteur. Et je dirais, et c'est ça au fond, résister. Résister, c'est non pas refuser les nouvelles technologies, ce qui serait absurde. Enfin, il n'y a pas d'humain sans technique, Bruno Latour l'a répété, mais résister, c'est refuser en tout cas de troquer sa dignité humaine et civile contre le spectacle qui investit tout l'espace social. Ensuite, s'il fallait, ce que je retiendrai de ces journées, c'est que vraiment les philosophes, anthropologues l'ont répété au cours de ces 3 journées, c'est qu'aucune technologie n'est neutre. Et que donc on sent bien qu'il y a un effort de renouvellement un petit peu de l'éthique et de la réflexion sur les techniques qui est interpellé par cela. Et que la thèse classique, selon laquelle finalement aucune technique n'est bonne ou mauvaise, mais c'est l'usage que nous en faisons qui est bonne ou mauvaise, cette thèse-là est aujourd'hui insuffisante et qu'il va falloir la renouveler. Que les technologies ne sont pas simplement des outils, mais qu'ils sont... l'anthropologue l'a dit tout à l'heure, ce sont vraiment des milieux de vie. Il y a une espèce, nous vivons dans du numérique ambiant, ça y est. Donc c'est devenu une condition de vie, un milieu de vie pour nous. Et donc, finalement, ces nouvelles technologies, elles sont porteuses aussi d'intentions, d'intentions qui parfois s'ignorent d'ailleurs, mais qu'il ne faut pas ignorer et qu'il faut chercher à décrypter. Ce qui les caractérise, je dirais, c'est principalement, et là aussi ça a été répété, elles sont ambivalentes. C'est-à-dire c'est de nouvelles manières de faire expérience, je dirais surtout, c'est ça qui me frappe, de nouvelles façons de faire expérience, mais qu'ils sont à la fois, évidemment, qui sont profondément ambivalentes, on a à la fois qui enrichissent nos manières, nos façons de faire expérience, mais qui introduisent aussi une forme de dépérissement de nos expériences. Donc, mais comme tout progrès, je dirais, aucun progrès sans perte. Donc là, il faut assumer cette dimension-là, je dirais, du progrès. Ça nous permet effectivement de sortir d'une conception un petit peu idolâtrique ou sacralisant le progrès. Ce rapport ambivalent, enrichissement, appauvrissement de l'expérience humaine rejoint pour le coup des critiques assez anciennes qu'un penseur dont je ne cesse, moi, d'appeler un petit peu partout dans tout le livre où je vais de rappeler l'actualité, la force, c'est Walter Benjamin. Dans l'œuvre d'art, à l'ère de sa reproductibilité technique, Benjamin nous avertissait déjà de cette ambivalence-là de la technique. À la fois un accès plus large au monde, mais une perte de la présence réelle, peut-être de l'incarnation. Que Bruno Latour a rappelé avec force que c'était ça l'important, qu'il fallait remettre l'incarnation, peut-être pas l'homme au centre, mais bien l'incarnation au centre. L'incarnation, qu'est-ce que c'est si ce n'est cette présence réelle? Une extension des réseaux et des connexions, mais peut-être aussi le sentiment que constate aussi beaucoup d'une perte d'intensité, de profondeur de la relation. Une augmentation d'une forme de proximité, d'immédiateté, mais une perte aussi peut-être de la dimension de la transcendance. Bon, voilà, on pourrait comme ça, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, je vais céder la parole à Jérôme, simplement pour dire que ce qui me paraît vraiment important, et j'ai été frappée, et à la fois, je dirais... ça m'a quand même, ça fait du bien. Je trouve que le discours des politiques, et d'un discours comme on a celui de Madame Aubry qu'on a entendu tout à l'heure, m'a paru, si vous voulez, d'une grande sagesse. À la fois, justement,
entre enthousiasme et vigilance. Je me suis reconnue finalement dans ce type de discours, car le monde technologique, ce dont il faut s'inquiéter, c'est qu'il est en phase avec le capitalisme, en phase avec le marché. L'un et l'autre relèvent de la même logique du toujours plus, qui se comprend en termes de réalité augmentée ou d'hommes augmentés. Et il y a dans cette course à l'amélioration pour l'amélioration, dans ce toujours plus, c'est là qu'il y a un danger de démesure et d'hubris. Maintenant, et c'est là que peut-être, voilà, c'est ce dont on doit s'inquiéter. Bon, j'avais pris un certain risque en provoquant une synthèse augmentée. Et je ne sais pas si moi je suis augmenté, mais ma synthèse elle est un petit peu raccourcie. Je ne vais pas la dire avec moins de cœur et moins de gratitude pour ceux qui m'ont précédé. C'est vrai que c'était le mot de gratitude qui venait à mon cœur. Celui même que tu as utilisé, Christophe. Gratitude pour ce qui a été vécu et pour l'immense engagement des équipes, notamment toutes les équipes de l'Université de Lille, du recteur Pierre Georgini. Et je ne vais pas reprendre parce que ça a été dit en partie, de Geneviève Brancard, de Thierry Sobanski, bien sûr Denis Vanquier, Luc Paquier, l'équipe des Semaines sociales de France. Merci bien sûr au groupe de préparation des Semaines sociales car ils nous ont donné la joie, le dynamisme, l'émerveillement de moments comme j'en ai rarement vécu dans l'histoire des Semaines sociales. Et j'espère que ceci portera une trace. Peut-être que nous irons vers une semaine sociale des 7 à 77 ans pour les jeunes, pour qu'ils puissent, à travers les semaines sociales et au-delà d'elles, imaginer leur avenir, puisque c'était un peu ce qui était attendu. Je ne sais pas, mais nous sommes plus riches que jamais. Et la méthode qui a été développée dans ces 3 jours, nous la garderons et nous essaierons de la développer. En particulier, lors du prochain rassemblement des semaines sociales, j'ai la charge de vous annoncer, qui sera consacré à l'autre face de l'exploration de la révolution culturelle que nous avons traversée pendant ces 3 jours, la révolution de la mondialisation, l'autre mondialisation, celle des sagesses, des cultures et des religions, qui nous ouvre à un autre imaginaire que celui fermé de la mondialisation que nous connaissons. C'est à l'UNESCO, l'an prochain, à Paris, du 2 au 3 et 4 octobre, 2 au 4 octobre. Retenez cette date puisqu'elle est un mois en avance par rapport à notre calendrier ordinaire. Je sens que je dois rassembler à l'essentiel ce que je voulais dire. Et ce que je voulais dire, c'est d'être fidèle et en même temps encourageant à la sagesse, justement, de ce que le christianisme porte en lui et qui fait société. Je voudrais que vous vous sentiez, non pas face au défi des technosciences, mais vivant avec le défi des technosciences. Je voudrais que vous ayez tellement confiance dans la vision que porte sur l'homme, sur son avenir, le christianisme, tellement confiance dans sa capacité d'inventer les voies de l'action politique, de l'action sociale, tellement confiance aussi dans la force d'espérance qu'il contient, que vous n'ayez aucune crainte à affronter, à vivre avec toute la richesse, la créativité, l'immense espoir humain que nous avons pressenti au cours de ces 3 jours et que nous annoncent à leur façon, parfois de manière abrupte, les technosciences. Oui, à l'imaginaire parfois appauvri des technosciences, le christianisme oppose une vision infiniment plus riche, infiniment plus prometteuse, celle d'un homme vivant dans le Christ ressuscité. Aucun déterminisme, ni économique ni scientifique, ne saurait nous priver de notre capacité créatrice. Bruno Latour nous demandait de nous interroger sur de savoir s'il fallait vraiment continuer de mettre l'humain au centre, mais notre question n'est pas cela. Notre question c'était de quel homme s'agit-il? Et là est la réponse du christianisme. Est-ce un homme tout-puissant ou est-ce un homme vulnérable? Est-ce un homme fermé à l'altérité ou un homme qui se reçoit d'autrui? Déjà là, il y a les critères pour modeler un humanisme, une humanité capable de rassembler tous les hommes et le tout de l'homme. Exclusion sociale, effet de domination sont des critères que nous donne cette vision et par laquelle il faut interroger les soi-disant déterminismes pseudo-scientifiques. Le christianisme offre une ressource d'éthique sociale, donc la capacité d'agir face à l'ambivalence de la technoscience, une ressource d'éthique en ce sens qu'il nous dit, au nom du bien commun, que nous avons toujours besoin de règles. Les règles sont toujours nécessaires, plus que jamais peut-être, mais peut-être des règles à un autre niveau, au niveau européen, avant toute chose, avant qu'elles deviennent mondiales.
et aussi des règles à faire autrement. C'est une autre politique de régulation, une politique de construction de règles qui fasse appel à l'intelligence, à l'expérience, à la participation des personnes régulées elles-mêmes. Nous avons besoin d'une forme de subsidiarité active, pas seulement hiérarchique, mais aussi horizontale. La coopération, la solidarité doivent inspirer les nouvelles architectures juridiques dont nous avons besoin. Immense chantier qui sera repris notamment par la chaire des Bernardins, qui dans les 2 ans qui viennent va s'atteler au grand chantier de l'humanité numérique. Et je suis heureux que dans cette rencontre des semaines sociales, par exemple, Milad Doueni, qui va être l'un des grands animateurs de cette chaire, ait été l'un de nos orateurs. À propos de l'Europe, j'ai juste un mot. Elle a été un peu égratignée au premier jour. Donc je voudrais quand même dire qu'il n'est pas tout à fait loyal, en ce qui concerne le président de la Commission européenne actuelle, de reprendre sans nuance les critiques dont il est l'objet et sans attention aux réponses qu'il a faites à ces critiques. Ce n'est pas dans notre tradition d'agir ainsi. J'aime mieux me référer à Salvador de Madariaga, ce grand poète espagnol qui a dit quelque chose qui peut-être sera repris par le pape François, qui sait, le 25, dans 2 jours. Salvador de Madariaga disait « L'Europe a apporté la force prométhéenne des sciences à l'humanité et sans doute cela a-t-il été excessif. Aujourd'hui, on attend d'elle qu'elle nous apprenne, qu'elle transmette l'usage humain de la science. » Enfin, le christianisme est avant tout une ressource d'espérance, c'est-à-dire une réserve de courage et d'audace de se projeter en avant, voyant, comme aimait à le dire Peggy, et là je rejoins notre ami Latour, ce qui n'est pas encore, agissant en anticipation de ce qui ne se fait pas. Animés de cette espérance, nous sommes capables de vivre avec les technosciences, de nous ouvrir à la créativité qu'elles peuvent libérer et en même temps capables de nous déprendre de la volonté de puissance pour laisser place à la seule volonté de développement. Développement humain, au fond, c'est la clé de l'espérance chrétienne. Selon la perspective de Populorum Progressio, c'est le mot charnière. Ce développement nous renvoie à l'essence même du christianisme, qui donne, comme le suggère le pape François, comme le rappelait Monseigneur Udrich hier, cette priorité au temps par rapport à l'espace. Chrétiens, nous voulons faire grandir dans le temps notre humanité, la nôtre et celle de ceux qui nous entourent. Ce n'est pas contrôler l'espace, contrôler les communautés qui nous intéressent, d'où la justesse de ce rapport au temps que nous avons évoqué ce matin. L'ombre du grand Teilhard planait donc sur notre rencontre, et pas seulement dans le bâtiment qui porte son nom, que son esprit visionnaire, sa confiance dans la grande convergence entre l'en avant d'une science humanisée et l'en haut d'une humanité réconciliée en la promesse divine, éclaire votre route, fasse de vous les ambassadeurs joyeux de cette session, les précurseurs d'un monde d'humanité qui rassemblerait, encore une fois, tout l'homme et tous les hommes. Bonne prochaine session.